Bonjour à tous. On est le mardi 26 mai 2026 et notre cher ami, notre frère John Helmer est avec nous. Bienvenue, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Ça fait plaisir d'être de retour. John, commençons par les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, on a entendu parler de cette escalade depuis longtemps, notamment des réactions possibles si la Russie utilisait à nouveau le missile Iskander. Et puis l'autre point important, c'est l'appel téléphonique entre Lavrov et Blinken. Il semble que Lavrov ait mis en garde les États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait exactement à ce sujet? Ce que nous savons, c'est ce qui a été publié du côté russe. Encore une fois, la partie russe a diffusé un communiqué complet de Sergueï Lavrov hier à 9 heures, heure de Moscou. Plus tôt dans la journée, le ministère des Affaires étrangères avait publié une déclaration générale sur l'attaque contre Starobelsk, le dortoir pour enfants, et sur les représailles. J'ai mis en ligne les textes complets et les liens pour ceux qui veulent les lire sur johnhelmer.net. Je veux souligner avant tout qu'il y a deux mots importants dans le communiqué de Sergueï Lavrov et je vais simplement les lire. Le communiqué indique que Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov ont officiellement transmis à la partie américaine des informations, selon lesquelles, en réponse aux attaques terroristes en cours, oui, au présent, menées par le régime de Kiev contre la population civile et les infrastructures civiles sur le territoire russe, les forces armées de la Fédération de Russie commencent, encore une fois c'est un verbe au présent, des frappes systématiques et continues sur les installations situées à Kiev, utilisées pour les besoins des forces armées ukrainiennes, ainsi que sur les centres de décision concernés. Ce qui est important ici, ce sont les temps employés. Lavrov parle d'actions en cours, au présent. Il parle d'attaques contre des terroristes. Des terroristes. Oui, des terroristes. Cela veut dire Zelensky et tout le gouvernement ukrainien. Et il a décrit ça comme un nouveau niveau de guerre, systématique et constant. Alors, tout de suite, une question se pose. Qu'est-ce que les frappes aériennes ont visé, avec tous les autres missiles, puisque c'était une attaque de missiles exceptionnellement massive? Les Zircon, les Kinzhal, les KH-101 et d'autres, y compris des drones, ont tous été utilisés. Et donc, les questions ont commencé à circuler. Celles que posent les blogueurs militaires russes, mais aussi les médias traditionnels. Est-ce que le président Poutine a levé les restrictions imposées à l'état-major pour frapper le régime de Kiev, si, comme on le voit clairement avec l'attaque sur Starobelsk, ce régime est considéré comme terroriste? Alors, est-ce que la décapitation du régime devient maintenant un objectif de l'état-major? Alors, si ce n'est pas décidé et que ce n'est pas clair, et je vais revenir dans un instant sur une autre déclaration faite plus tôt aujourd'hui à Moscou par Sergueï Shoïgu, l'ancien ministre de la Défense et secrétaire du Conseil de sécurité, rappelez-moi d'y revenir, s'il vous plaît. Ce que nous avons pour l'instant, c'est une série de questions et pas assez d'éléments pour y répondre. Je comprends que notre public s'attend dans ce podcast à ce qu'on analyse, qu'on décide, qu'on débatte, qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'il s'agissait d'une frappe russe, du début d'une série? Est-ce que c'était le début d'un dernier chapitre ou d'une nouvelle phase des opérations militaires? Voici ce que me disent mes sources. Voici ce que je vois dans les faits. Commençons par les preuves, parce qu'elles sont faibles. Ce qu'on observe, c'est que la principale cible russe était Bila Tserkva, ce qui veut dire en russe « église blanche ». Il n'y a plus d'église blanche là-bas. C'est une base aérienne. En apparence, d'après les vidéos que j'ai vues, et vous avez d'autres collègues plus experts militaires que moi, qui en regardent bien plus que moi,
Je n'ai pas vraiment le temps d'en regarder beaucoup. Les dégâts visibles au sol ne montrent pas de dommages sur des bunkers ni de destruction souterraine. Donc, si cette base aérienne était effectivement le lieu d'un important poste de commandement et de contrôle de l'armée de l'air ukrainienne, des opérations de drones, du renseignement militaire ukrainien, ou encore d'un abri pour la direction civile, en gros caché ou protégé dans des abris anti-aériens. Si c'était bien la cible, rien n'indique que quelqu'un ait été touché ou blessé. Mais la censure ukrainienne est très stricte. On s'attend à ce que la presse américaine, la presse dominante aux États-Unis et la presse anti-russe en Europe gardent le silence sur ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de perte importante parmi les hauts responsables. Ces signes, ce serait l'apparition soudaine d'avions d'évacuation médicale venant d'Allemagne, passant par la Pologne, et transportant des blessés hors de Kiev vers des hôpitaux en Allemagne, en Pologne ou aux États-Unis. Pour l'instant, on ne voit aucune augmentation notable de ces évacuations médicales. Donc je dois en conclure que, d'après ce qu'on peut observer, les dégâts visibles, et d'après ce qu'on ne voit pas, aucune évacuation médicale, rien. J'ai vu passer des rumeurs. On a tous entendu ces rumeurs disant que le général Syrski, le commandant des forces ukrainiennes, aurait été blessé ou tué. Mais il n'y a aucune preuve pour étayer tout ça. Alors, qu'est-ce que les Russes ont visé exactement? Ce qu'on sait, grâce à des éléments bien plus visibles à Kiev, c'est que des immeubles d'habitation ont été touchés, dont un appartement appartenant à Timur Mindish, le financier corrompu de Volodymyr Zelensky, qui a fui en Israël. L'appartement de Mindish a été touché, peut-être aussi celui de Zelensky, et il semble que ce soit des drones qui les aient frappés. Je ne vois aucun dégât extérieur qui ressemble à ceux d'un missile sur ces immeubles. J'ai aussi lu, comme notre public, comme tes collègues, comme toi, Dima, que certaines cibles auraient été le GUR, le service de renseignement militaire ukrainien. D'après les éléments qu'on a, on ne voit pas que cette frappe aérienne ait causé de dommages majeurs à la direction. On ne le voit pas encore. En revanche, Lavrov dit que ce n'est que le début, que c'est une opération systémique, qu'ils s'en prennent au système de commandement et de contrôle. Oui, et que ça continue, que ce sera régulier. Alors, ce qu'on doit faire, même si c'est frustrant pour notre public, pour toi et pour moi, c'est attendre. Il faut être patient. Mais on peut dire, en réalité, que du point de vue russe, du point de vue des blogueurs militaires et aussi de l'opinion publique, il y a aujourd'hui, surtout depuis Starobelsk, une demande croissante pour que Poutine relâche la pression, que les restrictions imposées par le Kremlin à l'état-major soient levées et que désormais le camp russe soit déterminé à en finir. Mais tu as bien fait, Nima, de commencer par l'appel téléphonique de Rubio. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il intervient juste après une déclaration de Rubio. Une déclaration très importante d'ailleurs. Je vais en citer quelques mots. Il était en Suède, sur le chemin du retour d'une réunion de l'OTAN, avant de partir pour l'Inde et avant l'appel avec Lavrov. En résumé, ce que Rubio a dit, c'est que les négociations entre la Russie et l'Ukraine, menées sous médiation américaine, ont échoué et qu'elles sont terminées. Je vais simplement lire ce qu'il dit. Des négociations de paix sur l'Ukraine sous la direction des États-Unis. Laissez-moi préciser, nous nous sommes impliqués parce qu'on nous a dit que nous étions les seuls à pouvoir le faire. Les seuls avec qui Russes et Ukrainiens accepteraient de parler. Alors, nous nous sommes engagés. Maintenant, écoutez bien. Ces négociations n'ont malheureusement pas été fructueuses. Rubio parle. Nous sommes prêts à continuer à jouer ce rôle. Malgré les fuites qui sont fausses, malgré les articles qui prétendent que nous aurions forcé les Ukrainiens à adopter telle ou telle position, ce qui est faux. Si nous voyons une occasion d'organiser des discussions productives qui ont une chance d'aboutir, nous sommes prêts à jouer ce rôle.
Pour l'instant, il n'y a pas de telle discussion en cours. Nous espérons que cela changera. Dernière phrase. Ça ne se terminera pas par une victoire militaire d'un camp ou de l'autre, du moins pas au sens traditionnel de ce qu'on appelle une victoire militaire. Alors, pour mes sources russes à Moscou, ce que Rubio vient de dire, c'est comme un feu vert pour que la Russie en finisse. Autrement dit, pour qu'elle obtienne cette victoire militaire dont le président Poutine a parlé comme de l'alternative aux négociations diplomatiques. Voilà ce qui a été dit. Bon, je vais m'arrêter là, avec juste un petit ajout, parce que ça vient de tomber à Pékin. Il y a quelques heures, lors du point de presse quotidien du ministère chinois des Affaires étrangères, cette fois c'est Mao Ning qui a été interrogé par les Ukrainiens, par l'agence de presse ukrainienne, qui cherchait en gros à savoir que pense la Chine de la déclaration de Lavrov sur le caractère systémique. La question, c'était que la partie russe menace explicitement les diplomates étrangers à Kiev avec ses attaques. J'aimerais savoir comment la Chine réagit aux menaces de Moscou d'intensifier la guerre en Ukraine et si elle compte évacuer ses diplomates de Kiev. Mao Ning a déclaré « La position de la Chine sur la crise ukrainienne est cohérente et claire. Le dialogue et la négociation sont la seule voie possible pour en sortir. Nous appelons les parties concernées à œuvrer ensemble pour une désescalade rapide et à créer les conditions nécessaires à la reprise du dialogue et des négociations. » Alors, est-ce que cela ressemble à une situation où la semaine dernière, le président Poutine aurait dit au président Xi qu'il allait intensifier le conflit, qu'il allait utiliser une force massive de type Ereshnik pour éliminer la direction ukrainienne, parce qu'ils négocieront jamais la fin de la guerre. Est-ce que cela ressemble à une approbation chinoise de la conversation qu'ils auraient eue tous les deux la semaine dernière? Pour moi, ça n'en a pas du tout l'air. John, tu n'as pas parlé de ce que dit Shoigu. Ah d'accord. Moi j'interprète ça à l'ancienne, à la russe, en lisant entre les lignes. En s'adressant à un groupe de, hauts responsables du Conseil de sécurité, des conseillers de niveau stratégique de l'OTSC, il déclare, je vais vous lire, c'est dans TASS si vous voulez vérifier ces mots exacts. Il dit « Le succès du test du missile balistique intercontinental Sarmat refroidira l'ardeur des stratèges occidentaux, les amenant à regarder plus lucidement les conséquences potentielles de leur politique imprudente envers la Russie », a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, lors d'une réunion de l'Organisation du Traité de sécurité collective des secrétaires des conseils de sécurité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tout d'abord, Sergei Shoigu a été limogé de son poste de ministre de la Défense parce qu'il avait laissé s'installer un niveau de corruption sans précédent dans l'histoire du commandement militaire russe. Aujourd'hui, il est secrétaire du Conseil de sécurité. Il reste protégé par le président. Et il ne dit rien sur les Ereshnik, rien sur le terrorisme, rien sur les attaques du week-end. À la place, il parle du test du missile balistique intercontinental Sarmat, une cérémonie à laquelle le président Poutine a participé la semaine dernière. Et s'il pense que ce test dissuade l'OTAN ou les États-Unis dans les guerres qu'ils mènent actuellement, que ce soit en Ukraine, en Iran, à Cuba ou en Chine, si Shoigu pense ça, il se trompe lourdement. C'est un imbécile. S'il pense que quelqu'un croit ce qu'il vient de dire, il se trompe complètement. C'est juste une démonstration étrange et peu convaincante de force russe dans le vide. Il frappe dans le vide. Maintenant, si vous êtes le secrétaire du Conseil de sécurité en ce moment, après l'attaque de Starobelsk, après la contre-attaque sur Kiev, après que Lavrov a clairement indiqué que le camp russe allait poursuivre des frappes systématiques et régulières. Si c'est bien ce que Shoigu affirme, est-ce que ça ne soulève pas un doute?
Est-ce que ça ne montre pas que du côté russe, et surtout pour l'homme qui soutient Shoigu, celui qui est derrière lui, le président Poutine, est-ce que ça ne montre pas que Poutine, en réalité, n'a pas vraiment changé d'avis? Je pose la question. Je n'ai pas encore la réponse. John, il y a tout juste quelques instants, Dmitri Peskov a déclaré que le Kremlin n'avait toujours pas reçu de réponse à l'avertissement de la Russie concernant des frappes successives prévues contre le complexe militaro-industriel de Kiev. Ils n'ont reçu aucune réponse de la part des États-Unis. À ton avis, quel type de réponse attendent-ils de la part de Washington? Well, there are two parts of the answer to your question. Il y a deux parties dans la réponse à votre question. Personne ne va évacuer son ambassade à Kiev, parce que si c'était le cas, il ne le dirait pas. On le verrait tout de suite, dans les bus, les trains, les avions. Donc personne ne prend vraiment cette menace au sérieux. Deuxième point, pourquoi le porte-parole du président donne-t-il aussi des coups dans le vide? Je ne comprends pas grand-chose à ce que dit M. Peskov. Je ne sais pas s'il croit vraiment que ce qu'il dit est pris aussi au sérieux qu'il le pense. Est-ce qu'il se rend compte que frapper dans le vide comme ça renforce son manque de crédibilité, son manque de fiabilité? Et ensuite, ce qui se passe est encore pire du point de vue russe. Cela pousse l'adversaire à se dire « Regardez, les Russes ne vont pas maintenir des frappes systématiques et régulières contre la direction ukrainienne. Regardez, ils ne sont pas à prendre au sérieux. » Et pire encore, parce que vous avez vu la propagande, notre public a vu la propagande, la Russie échouerait sur le champ de bataille. Eh bien, ce n'est pas vrai, même s'il y a de sérieux problèmes sur le front, sur le terrain. Il y a aussi de gros problèmes dans la guerre en mer. Rien de tout cela ne montre une contre-attaque russe crédible, ni ne laisse penser que la Russie aurait obtenu des États-Unis un feu vert, du type de celui évoqué par Rubio, pour intensifier sa guerre et achever l'autre camp autant que nécessaire pour mettre fin au conflit sur le plan militaire. S'il n'y a pas de négociations, ou si elles échouent, si les accords d'Anchorage ne peuvent plus être compris que comme une série de pots de vin que la partie russe aurait proposé à Trump, et que si la voie diplomatique échoue, la Russie passerait à une solution militaire, ce que Sergei Lavrov a répété très clairement à plusieurs reprises. Alors, si c'est bien la position de la Russie, ce que disent aujourd'hui Shoigu et Peskov remet en cause la crédibilité de ce qui s'est passé à l'arrivée de Yermak et de ce que Lavrov a promis pour la suite. C'est, au minimum, du point de vue russe, du point de vue de l'opinion publique russe, une déception. Et si cette déception survient en période électorale, dans une économie en récession, alors l'opinion publique demande des réponses, tout comme vous posez les questions. Je pense que, quand on parle des négociations entre les États-Unis et la Russie, John, il faut d'abord se demander quelle est la priorité des États-Unis en ce moment. Et comment, selon toi, l'administration Trump voit la guerre en Ukraine? Parce que si on regarde la façon dont ils ont négocié pendant plus d'1 an, on approche des 2 ans de l'administration Trump, on ne sent pas vraiment de sérieux dans ces discussions. Et même avec l'escalade, comme tu viens de le dire, ça ne semble pas les préoccuper. Alors, que peut faire la Russie pour pousser les États-Unis à engager une vraie communication? Est-ce que c'est possible, ou bien la Russie doit-elle tout jouer sur le champ de bataille? J'hésite, parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord agir sur le champ de bataille, atteindre les objectifs militaires. Et ça en soi rendra la position des États-Unis plus convaincante.
Mais ce que dit Rubio, et ce que dit aussi Trump, à la fois explicitement et implicitement, et même à travers ce dont il ne parle plus, c'est révélateur. Il ne tweete plus sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il ne tweete plus non plus sur la guerre en Europe, du moins pour le moment, disons. Son attention est clairement tournée vers le front iranien. Il vient de lancer, via le CENTCOM, une série d'attaques contre de petites embarcations amplifiées. D'accord, mais amplifiées au même moment où M. Ghalibaf et M. Arakchi se trouvent au Qatar pour négocier les termes du protocole d'accord. On pourra y revenir dans un instant. Mais c'est assez clair que si on regarde ce qui motive Trump de façon constante, les constantes politiques, disons, et si on regarde aussi les inquiétudes économiques aux États-Unis, maintenant que la saison des déplacements commence, eh bien voilà, selon moi, les éléments qui le préoccupent vraiment. L'approbation des électeurs baisse. Le taux de désapprobation, lui, augmente. Donc il revient d'un triomphe présidentiel, disons-le, pour lui rendre ce qu'il revendique à Pékin. On ne peut pas faire plus dans le registre de la mise en scène impériale qu'il affectionne, celle qu'il pense capable de susciter l'adhésion du public. Mais ça ne change rien. Ce qui compte vraiment, c'est la désapprobation de sa conduite dans la guerre contre l'Iran. Ce qu'on voit maintenant, c'est que son taux d'approbation, ou plutôt l'écart entre les opinions défavorables et favorables, approche les 20 points de pourcentage. Et ça continue de se creuser. La guerre en Iran nuit à Trump, quoi qu'il fasse. Donc il a besoin de... Enfin, pour répondre à votre question, ce qui le motive, c'est qu'il pense devoir garder le contrôle de l'escalade. Le pouvoir militaire, selon lui, vient de son arme, pas de celle des autres. D'accord, il peut le montrer en tirant sur 2 ou 3 petits bateaux et quelques installations côtières à Bandar Abbas, comme si ça allait vraiment changer quelque chose aux négociations, ou influencer les électeurs américains. Eh bien non, ça ne change rien. Pendant que son taux de désapprobation frôle les 20%, l'écart sur l'inflation, lui, atteint presque 40%. 40%. Aucun président ne gagne une élection avec un tel niveau de désapprobation publique. John, c'est le taux de désapprobation du président. Tu vois Donald Trump ici? Oui, 63%. Ça remonte à l'époque de Nixon. Oui. Et même si c'est une comparaison historique, les électeurs, eux, montent dans leur voiture, vont faire le plein et réagissent tout de suite. Leur principale inquiétude, c'est l'inflation, qu'ils désapprouvent massivement. C'est leur priorité numéro 1. En deuxième position, c'est la désapprobation de la situation économique. L'écart entre ceux qui désapprouvent et ceux qui approuvent est d'environ 26%. C'est pour ça que son niveau total de désapprobation, celui que vous avez vu, la barre rouge, est aussi élevé. Alors, vous m'avez demandé ce qui le motive. Eh bien, c'est ça, le manque d'essence, l'inflation à la pompe et ailleurs, les pénuries, les perturbations logistiques. Tout ça préoccupe les électeurs américains. Et dans ce contexte, c'est très clair. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a aucune importance. Pour Trump, il n'y a pas de coup politique, mais pas de gain non plus. Il peut donc dire, par l'intermédiaire de Rubio, « Faites ce que vous avez à faire du côté russe ». Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que Trump a déjà dit à plusieurs reprises « On a essayé de négocier, c'était compliqué, blablabla. Bla bla. » Franchement, je me mords la langue à chaque fois que je dois le citer, mais il a bien dit qu'il pouvait régler ça entre eux. Alors quand il dit ça, une question légitime se pose. Nos collègues ont déjà apporté pas mal d'éléments. Pour notre public, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à ajouter. Jusqu'à quel point les États-Unis continuent-ils d'aider les Ukrainiens? On sait que les appareils britanniques de reconnaissance électronique, ceux qui survolent la mer Noire, ont été interceptés récemment. Ils ont été effrayés, mais ils reviendront.
Les États-Unis, eux, n'exposent plus leurs drones comme avant pour préparer les opérations ukrainiennes contre la Russie. Ukrainian drone operations against Russia. They don't have to because the Baltic states. Ils n'ont pas besoin de le faire parce que les États baltes, l'Allemagne et la Pologne participent déjà à cette opération. Les États-Unis encouragent cela. Ils ne découragent pas. Donc d'un côté, Trump dit « laissez-les se battre entre eux ». Et de l'autre, Rubio affirme que les négociations ont échoué. En coulisses, les États-Unis et les alliés de l'OTAN estiment qu'ils vont continuer à soutenir l'intensification des attaques contre la Russie et le camp russe. Bon, je me répète un peu. Est-ce que quelqu'un, après ce que j'ai rapporté des propos de Sergei Shoigu, après ce que vous avez rapporté de Dmitri Peskov, est-ce que quelqu'un pense vraiment que les Russes freinent tout ce soutien à l'escalade ukrainienne? Moi, je ne suis qu'une personne. Et je pense que non. La réponse, c'est non. I'm just one. I think no. The answer's no. John, avant de parler du conflit, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, je voudrais passer un extrait de Sikorsky qui parle des négociations avec Poutine. Voici ce que Sikorsky a dit. Je suis sceptique à l'idée de négocier avec Poutine, et ce pour deux raisons. D'abord, quand on a été dictateur pendant plus de 20 ans, ces dirigeants finissent toujours par abandonner une partie de leurs exigences maximalistes, mais trop tard, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la position dans laquelle ils se trouvent. Et ensuite, Vladimir Poutine est un homme dont la parole et la signature ne sont pas dignes de confiance. Il nous a menti à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est ce sur terme vous voulez que je développe? Ce n'est pas évident. Would you like to expand on that? Isn't it clear? Je ne sais pas de quoi il parle, John. Look, I've followed Mr. Sikorsky's career for a long Écoutez, time. je suis la carrière de M. Sikorsky depuis longtemps. J'ai examiné de près le niveau de corruption dont lui et sa femme, Anne Applebaum, ont profité, aussi bien quand ils étaient en fonction que lorsqu'ils ne l'étaient plus. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit, sauf qu'un homme qui a changé de nationalité aussi souvent que Sikorsky, qui a changé de loyauté aussi souvent que lui, accuse quelqu'un d'autre de mentir. C'est assez évident et pas très cohérent. Il parle un anglais magnifique, avec un accent bien meilleur que le mien. C'est tout simplement l'hôpital qui se moque de la charité. It's simply a case of the kettle calling the pot black. John, comme vous l'avez dit, la priorité en ce moment pour les États-Unis, c'est le dossier iranien. Il y a, d'une certaine manière, des messages qui circulent entre les deux parties. Et comme vous l'avez rappelé, on a eu une escalade hier soir. 2 de ces vedettes rapides ont été touchées par les forces américaines. Des avions de chasse ont frappé l'Iran et 4 marins ont été tués, présentés comme martyrs dans cette attaque. L'Iran a ensuite réagi en visant des drones américains. Un F-35 a été pris pour cible. On ne sait pas, on n'a aucune confirmation s'il a été touché ou non, mais il semble qu'ils aient réussi à le repousser hors de la région. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Parce que vous êtes en train de négocier, ou du moins d'essayer, enfin peu importe. Vous avez mentionné Donald Trump et Marco Rubio. Regardez Donald Trump. Vous savez, regardez ses publications sur Truth Social. Tout tourne autour de la négociation. C'est toujours « j'obtiens ceci, j'obtiens cela ». Hier, il a écrit quelque chose d'aussi long qu'un livre sur Truth Social. Et vous savez, il parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, les deux camps se battent. Et il faut se rappeler que c'est la période du Hajj en Arabie Saoudite. Beaucoup de gens s'y trouvent. Et il n'y a, je dirais, aucune possibilité d'escalade à cause du Hajj, parce que cela provoquerait un énorme contre-coup, beaucoup de répercussions dans toute la région. Quelle est, selon vous, la nature de ce que font les deux camps?
Ce n'est pas une vraie négociation. Ils s'envoient simplement des messages d'un côté et de l'autre. Well, I think we've got lots Eh bien, of messages. je pense qu'on a beaucoup de messages qui peuvent être interprétés de différentes manières. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d'ailleurs confirmé qu'il y a de nombreux points sur lesquels un accord a été trouvé. Et j'ai lu, corrigez-moi si je me trompe, j'ai lu les propos du porte-parole du ministère. Donc il parle au nom de M. Arakchi, Abbas Arakchi. Il dit, en gros, regardez, nous avons un bon nombre de termes déjà convenus. Et je pense qu'on peut déduire, à la fois des publications iraniennes et de plusieurs sources américaines, y compris le tweet de Trump, j'y reviendrai dans un instant, qu'il existe un accord entre les deux parties sur la mise en scène d'une désescalade, une désescalade progressive. Du côté iranien, vous l'avez dit, Nima, et je suis content que vous l'ayez dit, nous l'avions déjà dit auparavant. Du côté iranien, il est évident qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains, ni aux Israéliens, ni à leurs paroles, ni à leurs signatures. C'est pourquoi l'objectif de l'Iran, c'est d'obtenir une paix durable, pas juste une pause pour se réarmer et reprendre les hostilités plus tard. Donc la mise en place doit créer de la bonne volonté et de la confiance. Dans la première phase, les conditions ne sont pas encore très claires. Mais il semble qu'il soit question d'une prolongation du cessez-le-feu. Or, les États-Unis l'ont violé la nuit dernière et les Israéliens intensifient leurs actions au Liban. Alors, dans une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, c'est ce qui semble filtrer des deux camps et des soi-disant médiateurs, on s'attendrait à voir des dispositions concernant le Liban que les Israéliens refusent et des dispositions sur la levée du blocus, auxquelles le CENTCOM pourrait s'opposer, puisqu'ils ont agi la nuit dernière, malgré les déclarations de Trump, affirmant que l'accord se rapprochait. Dans la première phase, il pourrait être question de termes comme cessez-le-feu et mesures de confiance. Dans la deuxième ou la troisième phase, et on a déjà expliqué ces étapes du point de vue iranien comme du point de vue américain, il pourrait s'agir de finaliser les questions nucléaires, notamment combien d'uranium enrichi sera conservé et où. Laissez-moi vous lire le tweet de Trump à ce sujet, parce que contrairement à la plupart de ces tweets, qui sont supervisés par Stephen Miller ou qui sortent directement de la tête de Trump quand il est à l'étage de la Maison-Blanche avec ses amis, voici ce qu'il a dit. Il y a ici quelques alternatives. Écoutez bien, Trump, dans un tweet, le 26 mai. Trump talking in a tweet, May 26. The enriched uranium, which he explains in a parenthesis. L'uranium enrichi, qu'il décrit entre parenthèses comme de la poussière nucléaire, point d'exclamation, sera soit immédiatement remis aux États-Unis pour être rapatrié et détruit, soit, de préférence, en collaboration et en coordination avec la République islamique d'Iran. Il n'utilise pas souvent le nom officiel complet de l'État. Détruit sur place ou dans un autre lieu jugé acceptable avec la Commission de l'énergie atomique. Il veut dire la Commission internationale de l'énergie atomique, ou son équivalent, qui assisterait à ce processus et à cet événement. Alors, regardez toutes les options qu'il évoque. C'est un homme qui n'a pas encore terminé de négocier. Donc je pense qu'on peut dire que les questions nucléaires sont laissées pour plus tard, à une étape ultérieure. Et les deux parties sont maintenant d'accord sur ce point. C'est embarrassant pour Trump, parce qu'il ne cesse de répéter que son principal objectif de guerre, c'est qu'il ne faut jamais que l'Iran ait l'arme nucléaire. Bien sûr, comme on l'a déjà dit, ça n'a strictement aucune importance pour les électeurs américains, et d'ailleurs, ça ne devrait pas en avoir. Ils ne croient pas que ce soit vraiment l'objectif de la guerre. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils paient quand ils font le plein de leur voiture. Donc, en réalité, Trump confirme dans ce tweet, et je feuillette mes notes pour y venir,
qu'il y a bien des négociations en cours, mais qu'elles sont loin d'être terminées. Et ça laisse la porte ouverte aux saboteurs, à ceux au sein même de l'administration américaine qui ne veulent pas d'un cessez-le-feu négocié de 60 jours. Ils ne veulent pas, je cite, d'un recul de Trump. Ils veulent anéantir l'Iran. Ils sont évidemment soutenus par Israël, qui veut la destruction de l'Iran, un génocide contre l'Iran et le Liban. En même temps que tout ça se passe, on voit que le côté iranien a autorisé le superpétrolier qui transporte du pétrole irakien. Je regarde les médias maritimes américains. Écoutez, si vous voulez comprendre comment fonctionne le nouveau régime, le régime de Hamar, regardez les médias maritimes internationaux à Londres, aux États-Unis, à Singapour, à Chypre ou à Paris. Ils vous diront combien de pétroliers et dans quelle direction. Maintenant, l'équipage irakien qui vient de libérer par l'Iran se dirige vers la Chine. Sainte. On voit bien que les Chinois et les Irakiens travaillent avec l'Iran, avec les gardiens de la Révolution et avec la nouvelle autorité d'Ormuz pour élaborer un plan. Les pétroliers circulent et ils ne sont pas bloqués par le blocus du commandement central. Donc, je dirais que ce n'est pas de la confusion. Ce sont plusieurs intérêts qui agissent en même temps pour atteindre des objectifs à court terme. Transporter du pétrole, perturber les négociations, en conclure une première phase tout en repoussant la deuxième et la troisième. Est-ce que c'est de la confusion? Non. On essaie simplement d'expliquer comment tant de choses peuvent se passer en même temps, avec des contradictions apparentes, des morceaux qui s'entrechoquent. Mais c'est ça, la politique. C'est pour ça qu'ils sont payés. Et c'est aussi pour ça que des gens meurent. John, Donald Trump insistait pour que l'Iran envoie l'uranium enrichi aux États-Unis avant toute chose. Oui, il est simplement en train d'adoucir sa position. Oui, absolument. Oui. Et rien n'indique qu'il respecte encore le seuil d'enrichissement de 3%. Plus rien ne montre cela. Et c'était justement l'objectif de ce qu'on a appelé la tentative avortée de l'opération d'Ispahan. Il voulait établir un cordon autour des installations nucléaires iraniennes. Et rien ne montre non plus qu'il cherche à limiter la construction de capacités nucléaires civiles en Iran. En d'autres termes, oui, il semble bien que Trump recule sur toutes les grandes questions nucléaires. En même temps, il est encouragé à le faire par Ghalibaf et Araghchi, qui font des concessions dont la nature reste encore floue. Mais il semble que les deux parties se rapprochent d'une position qui laisse l'Iran dans une situation plus favorable qu'à n'importe quel moment depuis les accusations américaines contre ses installations nucléaires avant l'attaque de juin. Donc, il y a des progrès du côté iranien. Et sans aucun doute, un recul du côté américain. Mais, comme l'a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, le porte-parole d'Araghchi, on n'est pas encore dans un accord solide. Et un accord solide, ce sera seulement un accord par étapes, où chacun devra respecter chaque étape. Et le côté iranien ne tolérera pas ce que le Hamas a subi, c'est-à-dire un accord progressif dans lequel les Israéliens violent à chaque fois les étapes de leur cessez-le-feu et de leur accord de paix. Non, cette fois, ce ne sera pas comme ce qui s'est passé à Gaza. Et la raison pour laquelle des responsables iraniens sont présents au Qatar, on avait le président du Parlement iranien, Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères d'Iran et le gouverneur de la Banque centrale iranienne, c'est qu'ils exigent la libération de 24 milliards de dollars d'avoirs gelés. Oui, oui. Il semble qu'ils demandent la moitié de cette somme au moment de la signature du document
puis qu'ils recevront 12 milliards de dollars supplémentaires dans 60 jours. I'm glad you mentioned that. I think that's Je suis content que vous ayez mentionné ça. Je pense que c'est maintenant très clair. Alors faisons le calcul. Si la partie iranienne dit « on va procéder par étapes, avec l'argent débloqué étape par étape », on comprend pourquoi. Pendant la période de 60 jours, l'autorité du détroit du Golfe Persique, la PGSA, qui est la nouvelle autorité iranienne des gardiens de la Révolution, chargée de réguler le détroit d'Ormuz, peut, en quelque sorte, supprimer le péage. Ce péage servait avant tout à montrer, sur le plan politique et maritime, une démonstration de contrôle. Ensuite, comme nous l'avons déjà dit et souligné, ce péage devait aussi permettre de lever des fonds, en partie comme réparation pour les dommages que l'Iran a subis. partial reparation for the level of damage Iran has faced. In a compromise between the sides, Dans un compromis entre les deux camps, si les États-Unis acceptent de libérer plusieurs milliards d'actifs et de liquidités iraniennes, y compris les réserves saisies et conservées à Londres, alors on peut voir que l'argent rentre au pays. Et donc, la question des réparations pourrait être ajustée avec le temps. Je ne dis pas qu'elle serait abandonnée, mais je suis content que vous l'ayez mentionné. C'est un élément très important. Il n'a pas beaucoup de couverture dans la presse occidentale. Et il faudrait alors se demander si les Européens, comme les Britanniques, qui détiennent des avoirs bancaires et souverains iraniens, sont prêts à suivre. sovereign assets, are they ready to go along? Well, they're not ready to go along with Russian. Eh bien, ils ne sont pas prêts à accepter l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés. Mais on dirait que Starmer, le Premier ministre Starmer, lui, semble prêt à accepter la libération des avoirs iraniens en échange de l'abandon du péage et d'une accélération des exportations de pétrole. Et si l'Iran dit « essayons ça pendant 60 jours », le monde entier poussera un soupir de soulagement et tout le monde leur rendra leur propre argent. Franchement, ça ressemble à un accord bien plus malin du point de vue iranien. Et ça donne une petite leçon en matière de négociation à celui qu'on appelle le maître des deals, le président Trump. President Trump, a thing or two. Oui, à propos du péage, John. Hier, on a appris, d'après le ministère iranien des Affaires étrangères, qu'ils affirment qu'il n'y a pas de péage et qu'il n'y en aura pas dans le détroit d'Ormuz. Mais les navires devront payer une redevance pour la protection de l'environnement dans un système commun. This is perfectly reasonable. That's what the Turks impose. C'est tout à fait raisonnable. C'est ce que les Turcs imposent pour le passage par le Bosphore et les Dardanelles. Ils appellent ça une redevance pour la maintenance et la protection de l'environnement, une protection contre les déversements. Je pourrais citer le texte du traité de Montreux qui n'autorise pas la Turquie à contrôler ces détroits. Mais il y a bien des frais, et les Danois ont fait la même chose historiquement. Et c'est une bonne issue, une issue logique. D'accord, on n'appelle pas ça un péage. Très bien. On n'appelle pas ça des réparations. On y reviendra plus tard. Le simple fait qu'on puisse faire le calcul ensemble est déjà un tel soulagement que tout le monde sera sans doute d'accord. Et peut-être que ce sera le cas. Mais il y a évidemment des gens qui détestent l'Iran. Ils sont en Israël, dans le lobby juif à Washington, au Congrès, dans la famille Trump, Kushner, peut-être Witkoff, peut-être Greenbaum, et d'autres encore. Ils sont là, et leur intérêt, c'est d'anéantir. C'est leur objectif de guerre. Alors sont-ils prêts à saboter les négociations? Peut-être. C'est pour ça qu'on voit plusieurs signaux en même temps. That's why we're seeing multiple signals. Je pense que Donald Trump a deux options en ce moment. La première, c'est de continuer la guerre avec l'Iran, ce qui, à mon avis, signerait la fin de sa présidence. Et la deuxième, ce serait, disons, de conclure une sorte d'accord avec l'Iran. On sait, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a beaucoup de gens, aux États-Unis comme en Israël, qui ne sont pas contents de la situation actuelle.
parce qu'il voit bien la différence entre ce qu'était Israël avant le début de cette guerre et ce qu'Israël est devenu aujourd'hui. On sait aussi qu'Israël attaque le Liban. Et hier, Smotrich a déclaré que pour chaque drone qui atteint Israël et frappe des cibles sur le territoire israélien ou dans le sud du Liban contre du matériel israélien, des chars, des systèmes de défense aérienne, tout ça, ils feront tomber 10 immeubles. We're going to bring down 10 buildings. This means that they're suffering a lot from... Ça veut dire qu'ils souffrent énormément des attaques de drones du Hezbollah. C'est pour ça qu'ils ripostent. Il y a quelques instants à peine, on a vu beaucoup d'images venant du Liban. Ils font tomber les immeubles là-bas. Ils détruisent tout. Oui, c'est le problème de fond pour Donald Trump. Je ne vois aucun signe de progrès entre Israël et le Liban. Et je ne sais pas vraiment quelle influence Donald Trump peut avoir pour pousser Benjamin Netanyahu à adopter de nouvelles positions dans sa politique envers le Hezbollah ou le Liban. Je ne sais pas non plus sur la question du rapport de force. Mais où est le vice-président Vance dans tout ça? Si on se place du point de vue d'une campagne politique à la Maison-Blanche, côté américain, non, on a Trump qui pourrait, mais c'est peu probable, l'homme est trop malade, de plus en plus diminué, tenter de se succéder lui-même en 28 par un moyen extra-constitutionnel. Ça paraît de moins en moins probable. De plus en plus, on a l'impression qu'il a désigné son fils Eric Trump et non Donald Trump. Il n'est même pas allé au mariage de Donald Trump. Si Donald Trump avait été le candidat pour succéder à son père serait allé à son mariage l'autre jour. Pourquoi il n'y est pas allé? C'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec les plans de guerre qu'il préparait à Washington. Je ne sais pas ce que la famille pense les uns des autres. Mais je peux dire, politiquement parlant, que Donald Trump Jr. n'est plus un candidat à la succession présidentielle alors qu'Eric Trump, lui, l'est. Il a été emmené à Pékin avec sa femme et présenté au président Xi. C'est un signal de succession présidentielle. Les deux autres candidats, tout le monde peut aller sur realclearpolitics.com et regarder les sondages du Parti républicain. Vous verrez que Vance est toujours en tête, suivi de Rubio, avec Eric Trump qui monte. Ne vous attardez pas sur les chiffres maintenant, ils ne veulent pas dire grand-chose. Mais voilà, ce sont ces trois-là. Alors lisons votre question. Quel pouvoir, quelle influence Trump a-t-il sur Israël ou Israël sur Trump? Si on parle de politique de succession présidentielle ou de politique des élections de mi-mandat au Congrès, c'est là que ça se joue. Israël risque de perdre du pouvoir, une partie du Parti républicain. Si c'est le cas, et vous voyez les mêmes informations que moi, je n'en sais rien, je suis très très loin. Je suis assis en Russie, dans la politique. Donc on a l'impression que Vance s'est éloigné du grand risque de guerre, celui avec l'Iran. Il s'est clairement retiré du champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine. Alors, que fait Vance en tant que successeur de Trump? Il ne dit rien, ce qui revient à pointer Trump du doigt et à dire « c'est ta faute ». Très bien, c'est ce qu'il fait. Rubio, en revanche, fait ce qu'il faut. Il se rend très visible, tout le temps. C'est une bonne idée. Les gens auront tendance à te voir comme un candidat à la présidence s'ils te voient souvent. Mais il a aussi des problèmes avec une partie de ses électeurs. Les Américains d'origine cubaine à Miami ne sont pas très enthousiastes à l'idée du genre d'accord que Rubio pourrait conclure s'il devenait secrétaire d'État ou conseiller à la sécurité nationale. Voilà comment, moi, j'interprète tout ça. Si j'étais de retour à Washington et que je me présentais à une élection, ou que mon patron se présentait, ou qu'on essayait simplement de garder le pouvoir pour que je garde mon poste, eh bien, c'est comme ça qu'on pense à la Maison-Blanche. Donc je dirais que Vance voit la guerre comme un handicap et que ses chances de devenir président des États-Unis dépendent d'une paix rapide. Rubio, lui,
essaie de surfer sur la vague, de se donner l'image d'un artisan de la paix, tout en rejetant la guerre en Ukraine sur Poutine et la guerre au Moyen-Orient sur Israël. Ces types se préparent à rendre Israël responsable s'ils se lancent dans la course à la succession. Et les électeurs américains, eux, veulent, je cite, la paix, de l'essence pas chère et tout ce qui va avec. Israël a de quoi s'inquiéter maintenant. Vous avez deux catholiques qui se présentent à la présidence, capables de résister aux chrétiens évangéliques et aux gens du mouvement Chabad, ces expansionnistes juifs fanatiques comme Kushner, Miller et d'autres. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je pense qu'il faut voir la réponse à votre question dans le contexte de la politique américaine. Et je dirais qu'il y a pas mal de gens qui sont plus proches du cœur des États-Unis que moi. Mais, en parlant comme un ancien de la Maison-Blanche, il y a longtemps, je vois la politique présidentielle comme le moteur ici. Et Israël pourrait devenir une cible dans une course à la succession de Vance ou de Rubio. Mais Israël n'est pas une cible si ce sont les démocrates qui se présentent, n'est-ce pas? Oui. Oui, je pense que tu as raison, John. Merci. Merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Moi aussi, Nima. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et j'ai hâte de retrouver un peu de l'espoir dont on a parlé aujourd'hui. Oui, allez sur johnhelmer.net. Juste sous son nom, vous le verrez, johnhelmer.net. Vous y trouverez les articles de John. Il écrit sur la Russie, l'Iran, la Chine, sur beaucoup de sujets, mais toujours à travers le prisme de la politique russe. Merci. Merci beaucoup, John. Merci de m'avoir invité, Nima. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Thank you for having me, Nima. See you next week. See you next week.